Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, plusieurs interventions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. Pour ce qui concerne tout d'abord la question de Monsieur Savary sur les modalités de taxation, la relation entre chargeurs, transporteurs. Je partage son sentiment qu'il n'est pas possible de taxer les chargeurs ni de moduler la taxe selon le secteur économique utilisant chaque véhicule. Dans ce dernier cas, indépendamment des obstacles juridiques, il y aurait des difficultés techniques très difficilement surmontables si nous voulions le faire. Sur le report vers les axes autoroutiers, c'est un point sur lequel le bilan, après une année, devra être fait. Ce bilan sera très précieux pour ajuster le dispositif. Le tarif de l'écotaxe, s'il demeure en l'état, est tout de même, sur une large partie du réseau, plus bas, il faut bien l'avoir à l'esprit, que le péage autoroutier, malgré tout. La question de Monsieur Lurton, 190 000 véhicules se sont enregistrés et se sont équipés depuis la mise en œuvre, enfin l'engagement du gouvernement précédent dans la mise en œuvre de cette taxe. Les démarches qu'ils ont accomplies ne sont pas des démarches perdues, ne sont pas des démarches en vain, puisque leur équipement sera opérationnel si l'écotaxe est remise en œuvre à l'issue de la suspension. L'équipement représente un coût que je veux rappeler ici. Les conditions économiques de mise à disposition des équipements ont été retenues pour limiter au maximum le coût pour les petites entreprises. Il y a un rabais de 10% pour les abonnés et un montant minimal limité à 1 euro pour les non-abonnés et une caution de 100 euros pour les non-abonnés et pas de frais d'achat. Donc voilà les conditions d'acquisition du matériel pour que vous puissiez disposer d'éléments précis. La question de Thomas Thévenoud sur les conditions de réception par l'État du dispositif. Si l'État réceptionne le 20 janvier le dispositif, ce qui est une hypothèse, enfin compliquée et assez invraisemblable à vrai dire, aucun loyer ne serait dû avant mars. Le chiffre que vous citez est donc un chiffre alarmiste qui, à mon avis, même vous garantir qu'il ne correspond pas à la réalité. En revanche, la perte de recettes de 800 millions d'euros en cas de retard de mise en œuvre de la taxe, ça c'est une réalité incontestable. Je voudrais répondre à Monsieur Gorge. Bon, la tonalité est la même que celle de Monsieur Le Fur. Vous voulez absolument que sortir de cette salle en disant le gouvernement veut absolument, sans tenir compte du contexte, remettre en œuvre cette taxe. Je ne vous ai pas dit ça. Non mais je vous ai déjà répondu à cette question en vous disant qu'il y a une réalité budgétaire que j'ai exposée et que par ailleurs il y a la volonté du gouvernement exprimée par le Premier ministre de trouver un bon compromis parce qu'un bon compromis est toujours meilleur qu'une mauvaise démagogie et qu'un mauvais conflit. Donc nous préférons un bon compromis, ce qui implique que nous travaillons, et j'en profite d'ailleurs pour compléter ma réponse à Gilles Savary, sur les exonérations, elles sont envisageables pour autant qu'elles ne nous exposent pas à des risques de contentieux européens dont on sait qu'ils sont toujours très coûteux. Je veux quand même rappeler que dans le budget 2013, les contentieux européens, c'est 3,7 milliards d'argent public parti en pure perte. Bon. Donc moi je ne suis pas nécessairement favorable, pour des raisons que vous comprenez, à ce qu'on les réouvre. Donc, s'il n'y a pas cette taxe, il y a un problème de financement de nos infrastructures de transport. Ne pas le dire, c'est mentir et se laisser aller à la plus grande démagogie. Et donc, dans les territoires, il y aura moins de trains, moins de transports durables, moins de transports en commun en site propre, moins de trains modernes, il faut le dire, c'est la vérité. Et en même temps, parce que nous sommes, nous, dans la recherche de bons compromis et de l'apaisement, et pas dans la volonté d'exciter les Français, de les énerver, nous souhaitons trouver ce compromis. Et vous posez, Monsieur Gorge, toute une série de questions sur la nature de cette taxe, les modalités de sa mise en œuvre, etc. Mais vous me demandez des comptes, ce qui est légitime, et je suis là pour ça, sur un dispositif que vous avez intégralement conçu et dont nous sommes en train de nous occuper de la mise en œuvre. Mais si, parce que quand nous sommes arrivés au pouvoir, ça existait. Mais c'est pas l'objet de la commission, mais c'est la réalité. Oui, mais enfin,
Mais, monsieur le député Gorge, moi je suis tout à fait prêt à ne pas parler comme ça. Si on ne me demande pas des comptes en permanence sur les raisons pour lesquelles un dispositif que nous n'avons pas conçu ne fonctionne pas. Je le dis sans agressivité. Ah bah je l'ai un peu perçu comme ça. Est-ce qu'il aurait fallu faire comme ça? Est-ce que c'était bien pertinent? Est-ce que c'était bien utile? Est-ce que c'était bien souhaitable? Eh bien, je vous réponds que effectivement, c'est plus la question parce que c'est pas nous qui l'avons fait, que nous maintenant, on se débrouille d'un problème que nous avons trouvé. Vous avez raison de dire qu'il faut regarder vers l'avenir. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous faisons en ayant une parfaite conscience de ce que le passé nous apporte d'ennui pour regarder l'avenir sur ces questions. Donc, ce que je veux vous dire, Monsieur Gorge, c'est que nous allons essayer de faire au mieux, pragmatiquement, de façon non démagogique, dans la transparence. C'est le sens de mon propos devant vous, en vous donnant toutes les explications, en mettant sur le métier toutes les réalités, de manière à ce que l'on voit bien que la volonté qui est celle du gouvernement de trouver un compromis, elle résulte tout simplement de la volonté du gouvernement de faire en sorte que notre pays, comme un très grand nombre de pays européens, modernise ses infrastructures de transport, parce que les infrastructures de transport modernisées en France, c'est aussi un gage de compétitivité de notre économie. Donc nous avons cette approche équilibrée, responsable, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans un contexte extraordinairement difficile. Sur l'équilibre, je réponds à M. Marlex, du contrat avec Ecomove. Notre état d'esprit, c'est d'essayer de faire en sorte, là aussi, de ne pas passer notre temps à commenter le passé. Vous m'invitez pour l'un de ne pas le faire, l'autre m'invite à le faire. Moi, j'ai une situation entre les mains, elle est compliquée parce que, comme beaucoup de partenariats public-privé, il a ses imperfections et aussi son intérêt. Il y a une complexité du dispositif. Donc, nous essayons de faire en sorte de surmonter les difficultés qui nous sont données pour essayer de mettre en œuvre cette taxe. Les comparaisons internationales, notamment avec l'Allemagne et l'Autriche, soulignent que le coût du PPP est toujours élevé. Toujours, dans tous les pays qui ont mis en place des partenariats publics-privés. Et ces coûts sont la conséquence même du PPP, puisque, bien entendu, l'entreprise privée qui participe à la mise en œuvre d'une mission de service public à travers un partenariat public-privé le fait rarement pour des raisons purement philanthropiques en acceptant de prendre des pertes. En 2009, les services de l'État avaient estimé que le recours au PPP réduisait à peu près les coûts de 10% par rapport à d'autres formes de marché public, et nous n'avons pas à ce jour d'études de remise à jour de cette équation-là, compte tenu de la manière dont le contrat lui-même a été mis en œuvre. Parce que pour apprécier ce qu'est la réalité du coût du contrat, il ne faut pas partir du coût initial. Il faut regarder ce que les retards ont induit de surcoût. Il faut regarder ce que les retards ont induit de tensions politiques ou publiques qui rendent le dispositif difficile à mettre en œuvre. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui doivent être pris en compte pour calculer ce qu'est la réalité du partenariat public-privé. Donc, là aussi, essayons d'être scrupuleux. Moi, je ne conteste pas qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'est le coût de ce partenariat public-privé au regard de ce qu'il a pu être dans d'autres pays à l'origine. Cela mériterait d'ailleurs d'être affiné, expertisé. Et des comparaisons internationales seraient utiles. Ce que je constate simplement, c'est que les retards qui sont imputables aux prestataires, d'une part, et d'autre part, le contexte d'aujourd'hui, engendrent des coûts collatéraux qui sont à prendre en compte dans l'équation globale financière du partenariat public-privé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir consacré près de 2 heures pour cette audition. Merci.